Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue sur RLP 102.3 pour ce nouveau direct dans Famille, Justice, Enfance avec Stéphane sur RLP, Famille, Justice, Enfance, l'émission sur la famille occidentale contemporaine. Alors, on en parle souvent, mais on ne sait pas ce que c'est. Nous l'avons évoqué ici de multiples fois lorsque nous parlions de l'accompagnement, de l'éducation de nos enfants, lorsque nous avons interrogé des instituteurs, des assistantes sociales, des psychologues, le TDAH, tout ça. Ils nous ont dit il y a l'orthophoniste. L'orthophoniste, oui, quel joli nom, quel nom compliqué, en fait, personne ne sait ce que c'est. Donc on s'est dit, cette fois-ci, nous allons faire un spécial orthophonie. Qu'est-ce que l'orthophonie? Qu'est-ce que ça signifie? Et pour ce faire, nous avons contacté Adélaïde Joran. Adélaïde, bonjour. Bonjour Stéphane. Bonjour, ça va bien? Tout se passe bien? Ça va très bien. Ça va. Écoute, Adélaïde Joran, qui est une figure du département, en tout cas qui est une orthophoniste professionnelle depuis plus de 22 ans, nous allons en parler avec elle. Alors Adélaïde, pour ceux qui ne te connaissent pas, déjà explique-nous ton parcours professionnel, l'orthophonie, quand, comment, depuis combien de temps, pourquoi? Alors, parce que ma maman. C'est difficile quand on est au lycée de savoir ce qu'on veut faire, déjà à notre époque. Et elle me disait, quand même, ça t'irait bien si tu allais te renseigner. Ah oui, pourquoi pas. Et me voilà partie sur ce cursus à préparer le concours sans trop savoir ce que c'était. Et puis, de fil en aiguille, c'est vrai que ça m'a quand même beaucoup plus intéressée une fois que c'était plus concret, que j'avais pu rencontrer des orthophonistes. Et me voilà, en 99, reçue à ce fameux concours. Et tu avais fait une formation auparavant? Une prépa pour avoir le concours, tout simplement. Alors, orthophonie, ça démarre, c'est des études de médecine, c'est du paramédical? Non, Qu'est-ce que c'est vraiment une école d'orthophonie. D'accord. Et actuellement, elle est en 5 ans. Donc c'est un bac plus 5. Mais maintenant, il n'y a plus le concours. Maintenant, c'est par Parcoursup, mais avec une sélection quand même de la part de l'équipe pédagogique de l'école. Et à l'époque, on y rentrait en bac plus 1, en bac plus 2, il y avait une prépa? On y rentrait en bac. D'accord. Mais la prépa, c'était une prépa au concours d'orthophonie. D'accord. Donc dans les 5 ans, il y avait la première année qui préparait en fait l'accès aux 4 années suivantes. Oui, et à la fois certains y arrivaient directement après le bac. Ça dépend. C'est un concours. Donc, d'accord. Ok, d'accord. Donc maintenant, c'est plus tout à fait ce système de concours. Cependant, il y a des oraux qui sont quand même assez sélectifs. Ce n'est pas que la plateforme de l'algorithme qui a... Ça n'a rien à voir avec médecine, parce qu'on ne sait pas, on se demande régulièrement... Non. Autant les kinés sont plus liés, ou les sages-femmes plus liées aux études de médecine, l'orthophonie, c'est vraiment à part. C'est un métier de la rééducation. Et c'est un métier aussi de l'éducation. Donc on a vraiment cette notion-là... assez chevillée au corps, et on a vraiment un cursus particulier. Par exemple, nous n'avons pas d'ordre. Et c'est quelque chose d'assez spécifique dans une profession qui est remboursée par la sécurité sociale, réglementée, et pas d'ordre. Parce qu'on n'est pas tout à fait assimilable à un kiné ou un médecin, parce qu'on n'est pas uniquement dans le côté corporel, quoi. D'accord. Donc, durant ces 4 ans, qu'est-ce qu'on vous apprend? Qu'est-ce qu'on vous fait faire? Maintenant, c'est 5 ans, et c'est extrêmement vaste. On part d'anatomie, mais d'anatomie extrêmement poussée, par exemple en ORL ou en neurologie, ou pour tout ce qui concerne la soufflerie pour la voix. Donc on a énormément d'anatomie, tout ce qui est embryologie. Donc ortho, c'est la voix, c'est un... Ortho, ça veut dire bien. Phonie, ça veut dire parler. Voilà, ça j'ai inversé là. Oui. Mais bien parler, il nous faut déjà une bonne voix. Il faut avoir appris les mots, avoir compris les mots. Il faut faire des phrases correctes. Il faut réussir à ordonner son discours. Les mettre dans le bon ordre. Il faut amener une idée dans l'ordre, la notion de cause-conséquence. C'est extrêmement vaste pour réussir à communiquer. Donc on nous a dit pendant un certain temps, vous êtes des thérapeutes de la communication. Et là, c'est encore plus large, puisque le langage, c'est une faculté humaine, mais parmi d'autres. L'attention, la mémoire,
la capacité à fonctionner par étapes, à être ordonné, tout ce qui est la cognition mathématique. Donc c'est très très large, et plus on avance dans les sciences cognitives, et plus l'orthophonie s'étoffe, s'étaye, et plus toutes ces matières-là rentrent dans les études. C'est pour ça que récemment, ça fait une bonne dizaine d'années, il y a eu 1 an de plus proposé dans les études. Parce que ça ne suffisait plus de s'arrêter juste à notre histoire de d'abord on fait de l'anatomie, après on comprend comment ça fonctionne dans le corps humain et dans l'esprit, après on fait de la pathologie et après de la rééducation. Il nous a fallu rajouter 1 année pour vraiment s'inspirer de tout ce qui était recherche, que ce soit en médecine, en cognition, également recherche sur l'aspect sociologique. Donc voilà pourquoi ça s'est étoffé. C'est extrêmement vaste. C'est extrêmement vaste, c'est pour ça que c'est passionnant. C'est un métier qui date de quand ? Notre maîtresse à tous, c'était Blanche Ducarne. Elle s'est vraiment illustrée dans les années 60. D'accord. Deuxième moitié du XXe siècle. Voilà. Et on sent l'inspiration du Carne, Montessori, on sent une philosophie commune d'une prise en compte de l'enfance. L'individualisation de l'apprentissage au rythme de chacun, Montessori en fait. Et l'enfance, parce qu'auparavant, l'enfant faisait partie du paysage sans être particulièrement considéré comme un être ayant besoin de choses spécifiques. Oui, voilà, c'est ça. Quel a été le besoin qui a fait que le métier d'orthophoniste est apparu et a commencé à se développer ? Ça a comblé quelle demande ? Alors, je pense, sans être sûre, mais j'interprète qu'il y a un lien avec la scolarisation beaucoup plus régulière. Parce que, bien sûr, l'école est présente en France depuis longtemps, mais elle passait quelque part après les travaux des champs. Mmh. Et petit à petit, l'école est devenue beaucoup plus régulière. On a mixé les enfants, que ce soit en termes de genre, de sexe, on appelle ça comme on veut, les garçons, filles. Les enfants ont pu petit à petit aller de plus en plus loin, pas juste s'arrêter au certificat d'études. Donc voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc pour moi, c'est une transformation sociétale progressive qui fait que on s'est intéressé à l'enfant et aux moyens finalement de l'accompagner dans son développement. D'accord, donc en fait les grands bénéficiaires, c'était la génération baby-boom et leurs enfants et ceux d'après. C'est ça. D'accord. Bon, donc là tu fais ces études-là, tu les termines vers 2001, 2002. C'est ça. Ça ne nous rajeunit pas. Mais j'avais déjà vu que ce qui m'intéressait beaucoup, justement, c'était la neurologie. Donc, le langage, oui, mais parmi toutes les autres fonctions que j'ai citées tout à l'heure. Et c'est pour ça que je me suis rapidement orientée dans mes stages vers la prise en charge des adultes. Il y a une spécialisation en orthophonie ou c'est un tronc commun ? Pas du tout. C'est un tronc commun. Donc, on a tout un tas de stages obligatoires communs. Et puis, bien sûr, on a aussi la possibilité d'aller vers ce qui nous intéresse le plus. Et voilà pourquoi je me suis retrouvée à l'hôpital, tout de suite à l'hôpital de Périgueux en neurologie, et puis un petit peu plus dans d'autres services, mais toujours vers les adultes, pour vraiment déployer mon art, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant de se spécialiser, de devenir de plus en plus Donc en fait, à l'hôpital de Périgueux, en service public, durant une petite vingtaine d'années, on va dire. C'est ça. Et puis après, en libéral. Oui, après en libéral. Alors j'ai choisi de travailler en libéral, mais dans une pratique non conventionnée. Donc l'orthophonie, c'est une profession réglementée et remboursée, ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, des ergothérapeutes. Et l'orthophonie donc nécessite un regard médical. Nous travaillons sur prescription, moi aussi en tant que non conventionné. Par contre, je ne suis pas remboursée par la sécurité sociale. J'ai fait ce choix-là parce que j'ai fait le choix de ne pas rentrer dans les procédures spécifiques qui étaient demandées. Par exemple, faire un bilan de telle façon, le rédiger de telle façon, avoir un parcours au niveau de la coordination des données médicales de mon patient. Voilà, j'adhérais pas forcément à cette façon de prendre en charge mes patients. Et en plus, j'avais envie d'un meilleur investissement de la part des familles. Quand je dis la famille, je parle de l'enfant, je parle
Je parle de ses parents, mais peut-être pourquoi pas l'enseignant finalement, puisqu'il gravite autour. Et j'avais envie que tout le monde soit acteur de la prise en charge et que ce soit pas l'orthophonie comme on le voit un petit peu souvent. J'emmène mon enfant une demi-heure en orthophonie et puis c'est tout, j'ai fait mon travail de la semaine. Bon, si l'orthophoniste apprend à lire à l'enfant et que l'enfant n'a pas relu pendant la semaine, une demi-heure, c'est rien du tout. Et c'est vrai qu'en étant non conventionné, je travaille sur un nombre de séances délimitées que j'explique aux familles et donc j'inclus les familles dans le travail. Oui, tout à fait. Oui, ils viennent pas te voir en touriste, vraiment ils s'impliquent parce qu'il y a un effort qui va avec. C'est ça. Bon, donc en fait on va résumer, 5 ans d'études, un niveau master, 22, 23 ans d'expérience professionnelle, donc tu as vu passer un certain nombre d'enfants, tu connais un peu le métier, tu te l'es visiblement approprié plus ou moins à la fin à ta manière. Vas-y, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, déjà que fait l'orthophonie ? Que peut apporter l'orthophoniste à nos enfants et pourquoi est-ce qu'il y en a autant qui viennent les voir ? On voudrait comprendre un petit peu. Alors, l'orthophoniste pour tous les âges de la vie. Ça fait très slogan. En attendant, c'est la vérité. Voilà. On peut se retrouver en néonatologie avec des enfants qui ont des difficultés de succion et qui ne peuvent pas s'alimenter. Donc, on n'est plus dans la voix, on n'est plus dans le langage. On démarre tout de suite. C'est-à-dire que, cependant, j'aurai bientôt une psychanalyste en service prématuré qui passera nous voir. C'est intéressant aussi, ça. Mais bon, vas-y. Donc, orthophoniste avec les bébés. Si l'enfant ne satisfait pas à ces étapes de développement, donc par exemple au niveau buccal, au niveau de la coordination, comment envisager qu'il puisse utiliser les mêmes organes pour la communication ? Bon, outre le fait que c'est quand même très important pour un enfant de se nourrir. L'appropriation de la bouche et de ce qu'on fait avec la bouche, ça commence très tôt. C'est ça que tu es en train de nous dire. Exactement. D'accord. Donc l'enfant a besoin de se nourrir, évidemment. C'est nécessaire pour sa survie. Donc si nous, on peut apporter notre expertise, on le fait, notre pratique. Par contre, on sait aussi que l'enfant a besoin de se développer selon un certain schéma que la mère nature lui dicte et qui nécessite vraiment une vigilance parce que s'il manque des étapes ou des capacités ou des compétences, on peut parler de compétences pour le nouveau-né, il va être entravé plus tard. Par exemple, je fais un parallèle, un enfant prématuré qui n'a pas donc tout à fait terminé son système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau, peut avoir plus de risques de développer des difficultés scolaires, des difficultés de comportement, parce qu'il n'était pas tout à fait maturé à la naissance. Donc ça reste un point de vigilance. On sait très bien qu'il faut vraiment terminer le développement dans les temps et accompagner toutes ces étapes-là. D'accord. Donc on commence très tôt. Ça sert à rien d'aller trop vite et il faut faire attention que les étapes soient bien respectées, ne soient pas grillées. C'est ça. D'accord, ok. Et après, on commence avec le tout petit. Là, j'ai des petits bouts de 2 ans et demi qui sont rentrés à l'école et au printemps, juste avant, il ne parle pas très bien. Il faudrait voir pourquoi il ne parle pas très bien. Donc, soit il n'a pas compris les sons, soit il n'a pas ce qu'on appelle une appétence, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément envie de développer le langage parce qu'on le comprend comme ça dans la famille. Oui, mais en classe, ce ne sera pas pareil. Ça peut être aussi qu'il l'entend pas bien. L'orthophoniste permet aussi de dépister éventuellement ce type de problématique. L'orthophoniste comme d'autres, comme le médecin scolaire, comme l'équipe de la PMI. Mais voilà, ça permet justement avec un regard croisé autour de l'enfant de pas le laisser dans un inconfort ou quelque chose qui pourrait l'handicaper authentiquement, alors que s'il est dépisté, quelque part, il reprend son développement facilement. Puis après, évidemment, avec l'entrée dans l'écrit, le CP, alors ça commence même en grande section. Là, il y a vraiment. Tu es en train de nous décrire les enfants de maternelle et de début primaire, les cas qui vont chez l'orthophoniste, effectivement. Sur orientation, soit du pédiatre ou du médecin de famille, soit de la maîtresse. Oui, à l'instit, tout à fait. Ouais. Après, on peut avoir aussi des parents qui s'inquiètent parce qu'ils comparent. Par exemple, les cousins, ils voient bien que leur enfant peut-être a un petit peu plus de mal à s'exprimer. Et puis, il y a ce fameux bégaiement qui peut faire peur aussi. L'enfant qui maman, qu'est-ce qui se passe ? Les défauts de prononciation, ou les nasillements, ou le bégaiement. Il ne peut pas parler. Alors, est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est pas grave ? On va demander à l'orthophoniste qui peut rassurer, parce qu'effectivement, vers 4 ans, l'enfant se met à bégayer parce qu'il pense plus vite qu'il ne s'exprime.
Et donc, 2-3 séances avec l'orthophoniste pour expliquer tout ça aux parents, une espèce de conduite à tenir pour laisser le temps à l'enfant. Oui, ça c'est important, ça. Il faut synchroniser la façon dont on pense, dont on s'exprime. Par exemple, les gens sont plus à l'aise sur un clavier qu'avec un stylo parce que c'est pas la même vitesse. La main va pas forcément à la vitesse de l'esprit. Et donc la bouche non plus, parce qu'elle a aussi son rythme de fonctionnement. C'est ça. D'accord. Et puis penser, après, une fois qu'on a l'idée ou le concept, il faut accéder aux mots, après il faut former la phrase. Pour l'instant, l'enfant, il pense plus vite qu'il ne s'exprime. D'accord. À 4 ans, en tout cas. D'accord. Ce qui peut évoluer à 4 ans, on est loin de... Bien sûr. Et puis ça dure quelques semaines, Et après, on a l'étape début de collège, où commence à y avoir des orientations, au moins qui sont repérées. Est-ce que l'enfant doit rester en circuit général ? Après, il y aura aussi possiblement les périodes d'examen. Est-ce qu'il a besoin de tiers-temps supplémentaires ? On a beaucoup de collégiens en 4e ou en 3e qui viennent faire un bilan pour évaluer si on repère une pathologie, par exemple la dyslexie ou la dysorthographie, qui nécessite de lui laisser plus de temps lors du passage de l'examen, pour une équité des chances, en fait. Donc des enfants qui ont pu suivre leur scolarité, cas 1, cas A, en compensant leurs difficultés, mais qui, quand même, ont besoin, là encore, pour continuer leur parcours, d'un petit coup de pouce, et c'est les reconnaître dans leurs difficultés et leur accorder ce tiers-temps, c'est-à-dire un temps supplémentaire, puisqu'ils ont davantage de mal, soit à déchiffrer, soit à encoder à l'écrit leurs pensées ou leur savoir, quoi. D'accord. Et quand on grandit un peu, les problèmes d'élocution, c'est aussi dans votre champ d'action ? Alors, quel âge grandir ? Je ne sais pas, l'adolescence, les adultes, tu as dit tout à l'heure, tu as dit. Alors moi, j'avais beaucoup d'adultes, par exemple, ce qu'on appelle les cérébrolésés, on dit des patients qui ont eu, par exemple, des traumas crânio-cérébraux lors d'accidents de voiture. D'accord. Ou lors d'accidents de sport, ou des personnes qui ont fait des AVC, des accidents vasculaires cérébraux. Ah, il faut réapprendre les mécanismes, il faut les refaire, tous les circuits. Tout recommencer, oui. y compris manger, avaler correctement. D'accord. Et là aussi, c'est le rôle de l'orthophoniste. Voilà, comme avec le tout petit finalement, mais ce sera pour d'autres raisons. Mais c'est le rôle aussi de l'orthophoniste de sécuriser cette fonction de déglutition. Mais imaginons, moi demain je suis nasillard, ça m'handicape dans la vie, c'est toi que je viens voir ou... Oui, et là on est dans le domaine de la voix, D'accord. Tout à fait. Et dans le domaine de la voix, nous avons aussi les transitions de genre. L'orthophoniste aide éventuellement un transgenre à placer sa voix pour ne pas qu'il y ait une dysphonie. Une dysphonie, c'est-à-dire un défaut de placement de voix qui peut entraîner des graves lésions des cordes vocales, par exemple des nodules. Les nodules doivent être enlevés. Et donc c'est dommage d'en arriver là, alors qu'on a pu par prévention. C'est terrible pour les chanteurs notamment, ça. Les chanteurs, les enseignants. Ah, donc tu pourrais aider les gens à chanter mieux ? Oui. D'accord. Nous sommes formés aussi. D'accord, mais c'est intéressant parce que tu vois, on ne sait pas du tout en fait ce que vous faites, ce que vous pouvez apporter aux gens. Là, Et les enfants peuvent être dysphoniques aussi. Là, on parlait hors antenne des enfants qui sont très vifs, pourquoi pas étiquetés TDAH, qui sont plus impulsifs. Ils peuvent aussi être très vifs et mal placer leur voix et être dysphoniques. On en a quand même des enfants qui... Définition de dysphonique, là, tout de suite. Un trouble de la voix, il place mal sa voix, il a la voix rauque, il est tout le temps enroué, il crie... Ça fait quelque chose de pas du tout il y a des gens posé. Comme ça, des fois, qui parlent avec une voix très, 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 très basse, là. Bon, oui. Oui, c'est ça. Ça peut aussi. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre ce que tu faisais à l'hôpital et ce que tu fais aujourd'hui en libéral ? Alors, j'ai envie de dire oui et non. Oui, parce qu'évidemment, ce n'est pas du tout le même public, ce n'est pas le même enjeu. En libéral, les orthophonistes ont davantage d'enfants, je pense que ça correspond à 90% de la patientèle, parce qu'il y a cet enjeu-là scolaire, de développement, c'est un futur citoyen, donc il s'agit de lui apporter tout ce dont il a besoin pour pouvoir se lancer dans la société, dans sa vie d'adulte. Donc en soi, c'est pas pareil, en ça, c'est pas pareil, mais par contre, la façon d'appréhender ce que j'appelais cognition, c'est-à-dire comment on raisonne, comment on s'organise dans son langage, quelles sont les autres composantes dont j'ai besoin, la mémoire, l'attention, et bien tout ça c'est pareil. On est vraiment dans le domaine cognitif et quand on a fait de l'aphasiologie, c'est-à-dire travailler avec les personnes qui sont devenues aphasiques, qui n'ont plus pu parler, et ben on a tout un tas de mécanismes qui sont similaires et transposables. Et c'est fort intéressant justement d'avoir une globalité dans l'approche de l'enfant et pas simplement
s'arrêter à refaire avec lui les leçons. O-I-N, ça fait ouin. E-I-N, ça fait un. C'est pas intéressant, ça, parce que ça, l'enseignant le fait déjà. Donc, si l'enfant ne sait pas approprier ces notions-là, c'est qu'il y avait d'autres gènes. Est-ce que c'était au niveau de la neurovision, c'est-à-dire la façon dont il appréhende au niveau visuel? Est-ce que c'était au niveau de la mémorisation? Voilà. L'idée de l'orthophonie doit comprendre le mécanisme qui fait que l'enfant n'a pas réussi à accéder à cette compétence et lui apporter tout ce qu'il lui faut, des béquilles, pourquoi pas, pour qu'il puisse tranquillement cheminer. Des solutions. Adèle Durand, on va prendre un petit peu de hauteur. 22 ans de métier, tu as vu passer un peu plus d'une génération. Est-ce que les gens, les enfants, est-ce que le métier d'orthophonie aujourd'hui est le même que celui quand tu as commencé? Alors, c'est difficile pour moi de répondre à la question puisque j'ai fait des stages en étant étudiante, changé d'environnement. Mais j'ai changé d'environnement. Mais tu as quand même un avis sur la population. Je veux dire, est-ce que la population est globalement la même qu'il y a 20 ou 30 ans ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Alors, en tout cas, j'ai l'impression que les parents sont peut-être plus démunis avec leurs enfants. C'est difficile d'être parent aujourd'hui. C'est très difficile. Par contre, il y a une meilleure compétence partagée. C'est-à-dire, les enseignants vont vite repérer s'il a besoin. La TSEM aussi, la nounou. Il y a plus d'acteurs. C'est ça. Il y a plus d'acteurs autour de l'enfant qui peut dire « Ah, peut-être que l'orthophoniste, ça lui serait utile. » Alors, conséquence, il y a beaucoup de demandes. Voilà, parce qu'en fait, en sous-jacent, je connaissais un petit peu, j'avais ça en arrière-plan, on envoie plus d'enfants chez l'orthophoniste aujourd'hui qu'à 30 ou 40 ans, disons-le. C'est ça. Et pourquoi? Parce qu'il y a plus d'intervenants, mais est-ce qu'il n'y a que ça? Moi, je pense quand même qu'il y a une fébrilité. Si l'enfant n'est pas tout à fait dans les clous par rapport à son âge de développement, s'il n'est pas effectivement dans la norme, on lui laisse pas forcément les quelques mois qui pourraient lui suffire et on demande tout de suite un bilan. Bon, c'est aussi pour ça que les orthophonistes sont là, c'est pour évaluer si, après le bilan, il faut vraiment prendre l'enfant en charge ou si on peut lui laisser un petit peu de temps pour maturer seul. De manière globale, il n'y a rien de mal à faire des bilans. Non, mais ça prend du temps. Oui, mais c'est un état des lieux, je veux dire, c'est pas grave. C'est évaluer ce qui se passe, regarder l'existence, ça c'est pas intrusif, c'est pas embêtant. C'est ça, mais il y a une liste d'attente. Et donc, souvent... ah oui, tu m'en parlais aussi, il y a un numerus clausus, il y a un manque, donc il y a une liste d'attente. Donc souvent, il y a 2 ans d'attente pour être pris en charge par une orthophoniste. C'est le tribunal familial chez vous, il y a 4 ans avant d'y aller, je crois. Non, mais par contre, les orthophonistes essayent quand même de proposer le bilan dans les 6 mois. D'accord. Mais si l'enfant a besoin d'une prise en charge, il faudra qu'il attende plus d'1 an. Mais 6 mois, c'est énorme pour un enfant. Moi, quand j'étais en 6e, un trimestre, il se passait plein de trucs. C'était un univers. Ouais. Et un trimestre, c'est la moitié de 6 mois. Et il vous faut combien de temps maintenant pour avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo? Il vous faut combien de temps? Oui, après, je vais dire du mal de la France. Quand nous étions petits, c'était pas pareil. Non, il y a une évolution de l'environnement, mais bon, les choses évoluent. Mais, alors, ça c'est intéressant parce que, on dit qu'il n'y a plus d'intervenants, donc il y a un surinvestissement, il y a beaucoup plus d'interventionnisme, il y a une volonté d'intervention de l'État, en fait, des différents acteurs, et en même temps, il y a un ralentissement de l'efficacité parce qu'il y a une augmentation des délais d'attente. C'est intéressant de mettre les deux en parallèle. Et pour aller dans votre sens, là, je viens d'intégrer un dispositif Cocon, qui est un nouveau dispositif émanant de tout ce qui est du système de soins. C'est un nouveau dispositif qui consiste à faire vraiment attention aux 0-2 ans, parce qu'on s'aperçoit justement de cet enchaînement après de complications si on n'a pas bien favoriser l'étape 0-2 ans. Et donc ce dispositif Cocon-là, je viens d'y entrer et donc ça va passer par une formation spécifique de 7 modules, 3 chapitres de 40 minutes par module et ça va déboucher sur le fait que je serai entre guillemets spécialisée et que je serai référencée comme une professionnelle compétente pour ces 0-2 ans.
ce sont des enfants que j'ai pas beaucoup actuellement. Et là, mais je vais en avoir plus. Non, mais c'est une bonne nouvelle parce qu'on a quand même sous-évalué l'importance des premiers mois, des premières années de nos enfants durant très longtemps. Et oui, c'est une très bonne nouvelle pour ces 0-2 ans. Et donc après, en espérant qu'ils aient moins besoin d'accès aux soins. Bien sûr. En attendant, dans le concret, dans le présent, les places que j'ai dans mon emploi du temps, si ces 0-2 ans-là que je n'avais pas avant viennent les combler, je n'ai plus de place pour ma patientèle dite habituelle. Enfants en général 4 à 12-13 ans. Comment se fait-il qu'il y ait un numerus clausus pour une profession, en fait, qui n'est pas prise en charge forcément par l'État et la sécurité sociale? Si, elle est remboursée par la sécurité sociale. D'accord. Moi, j'ai décidé de ne pas être conventionnée, mais la part mutuelle est remboursée. Mais si, elle est remboursée par la sécurité sociale, et je pense que c'est effectivement le nerf de la guerre, comme les médecins. Oui, tout à fait. Il y a un numerus clausus. Il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'est le monde du handicap. Vas-y. Je travaille actuellement à hauteur de presque la moitié de mon emploi du temps pour une école spécialisée. D'accord. Donc les enfants, quand ils sont en trop grande difficulté... Les Ulysse, ce genre de choses. Alors eux, ils sont à l'école, inclus. Oui. Mais effectivement, ils peuvent profiter d'un dispositif spécifique, par exemple le DITEP ou le CESAD, ou le CMP, et avoir à la fois l'avantage de l'école et à la fois l'avantage du soin ou de l'éducatif. Donc effectivement, ces enfants-là, je les prends aussi en charge puisque je suis dans cette école spécialisée, et une école où vraiment les enfants ne peuvent pas être à l'école, et donc ils ont des enseignements spécialisés dans, par exemple, un institut médico-éducatif. Donc s'ils sont jeunes, ils auront de l'enseignement spécialisé, des activités créatives, du sport adapté. S'ils sont plus grands, ils accèdent à des ateliers, on appelle ça pré-professionnels, pour apprendre par exemple à devenir acteurs dans les espaces verts, de façon à les orienter vers un métier qui sera adapté ou pas. Les enfants ne sont pas forcément en situation de handicap qui nécessitera une institutionnalisation quand ils seront adultes. D'accord. Et ce monde du handicap-là, entre gentiment dans l'école, sans être une réelle inclusion, mais permet aussi finalement de comparer les enfants entre eux et d'être plus au fait. Tel enfant qui d'habitude est considéré, disons, comme dans la norme, il présente les mêmes difficultés que tel enfant qui, lui, est déjà suivi par cette institution spécialisée. Et donc ça permet aussi, puisque les enfants sont peut-être davantage en contact, ça permet aux adultes de s'apercevoir que si l'enfant dit normal a des difficultés, par exemple pour écrire correctement, on peut peut-être mettre en place les outils qu'on donnera à l'enfant handicapé pour lui faciliter la vie aussi. Donc ça aussi c'est intéressant, cette notion d'inclusion permet aussi d'élargir le spectre de prise en charge des enfants. Ok. Est-ce qu'on peut donner quelques conseils pratiques aux gens très rapidement, là, vu qu'il y a un manque d'orthophonie? Quels sont les signes qui nécessitent d'aller voir un professionnel? Quels sont les outils qu'on peut faire soi-même à la maison s'il y a besoin pour que ça passe? Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens pour les aider rapidement, là? Alors, d'abord, on parle à son enfant. D'accord. Et en communication, très important. Depuis toujours, on parle à son enfant. On est un parent, on s'occupe de ses enfants. On passe du temps avec, déjà. On passe du temps avec, mais on lui parle vraiment. Mais l'enfant, il est content d'être avec l'adulte. Même s'il fait des choses d'adulte, il est content. L'enfant veut qu'on passe du temps avec lui. Bien sûr. On range les fourchettes avec les fourchettes, c'est super chouette. On parle à son enfant, on limite les temps d'écran. Parce qu'un enfant, il n'est pas fait pour voir en 2D. Le petit cerveau immature, il est absorbé par les lumières. Absolument. Et quelque chose de très frappant... Le cerveau de l'enfant se construit en 3 dimensions. Exactement. On n'entend pas assez ça. Et quelque chose de très frappant avec les logiciels éducatifs. Ils ont appris sur logiciel, un cube rouge c'est rouge, un cube jaune c'est jaune, un cube vert c'est vert. Et quand on leur met 3 cubes devant eux, à ces enfants qui ont grandi devant les écrans, ils nous disent ça c'est rouge, ça c'est jaune, ça c'est vert. Mais ils n'ont pas l'idée de faire quelque chose avec ces cubes. Or, c'est ça, être un enfant. C'est se développer d'un point de vue moteur et sur ces expériences, générer des concepts. Et de le prendre langage. Et se dire que il tombe. Ils tombent, je peux les empiler, et je peux les cacher derrière. J'ai un pouvoir sur la matière. Et ce processus de créativité, les écrans l'annihilent complètement. Et donc, ça ne veut pas dire pas d'écran du tout. Ça veut dire une utilisation raisonnée. On est à l'ère numérique, il y a des écrans. Mais on parle à son enfant, on lui explique la vie. Ok, Adélaïde Joran. Donc, l'orthophonie, on a bien compris. L'émission était bien
pour ça. Et le grand conseil de la journée, écoutez, nous on dit ici que les sciences humaines se rejoignent toutes de plus en plus. Absolument. En fait, et vous nous redites, passez du temps avec vos enfants, apportez-leur de l'écoute, donnez-leur votre regard. Un enfant se construit sur le regard. Ne paniquez pas si jamais ça va pas tout de suite très très bien. En fait, il faut donner un peu le temps au temps. Et s'il y a un souci, on va voir Adélaïde Juron. C'est ça? Merci Adélaïde, à la semaine prochaine. À tout le monde, à la semaine prochaine. Au revoir. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.